Un jeu sexuel qui tourne au cauchemar. La découverte macabre d'une mère dans le sous-sol de sa propre maison. Nous sommes dans la nuit du 21 février 2022 et ces quelques éléments vont donner naissance à l'une des affaires les plus sauvages que les États-Unis aient connues ces dernières années. La tête de Chad Tyrion, 25 ans, vient d'être retrouvée dans un seau au pied de l'escalier du sous-sol de la maison familiale. Une seule personne se trouvait avec lui dans cette pièce, une jeune femme nommée Taylor Schabusiness. Mais quand la police est arrivée, elle avait déjà quitté les lieux. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là pour que Chad perde la tête? Qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? Cette terrible affaire nous emmène dans l'État du Wisconsin, situé dans la région du Midwest des États-Unis, bordé à l'est par le lac Michigan et à l'ouest par le fleuve Mississippi. Le Wisconsin est réputé pour ses paysages de lacs et de forêts, ainsi que pour ses activités agricoles et industrielles, un endroit somme toute où il fait bon vivre. Ce crime, plus précisément, s'est déroulé dans le comté de Brown, dans la ville de Green Bay, située à l'embouchure de la rivière Fox, sur la rive sud-ouest de la baie. La ville est connue pour son équipe de football américain, les Green Bay Packers. Elle constitue le cœur économique et culturel de la région. Avec une population avoisinant les 100 000 habitants, Green Bay se trouve à environ 180 km au nord de Milwaukee, la plus grande ville de l'État. C'est à Green Bay que Taylor Schabusiness a grandi et passé une majeure partie de sa vie. En novembre 1997, Marla et Arturo Coronado, un jeune couple, ont une fille nommée Taylor Denise. Peu de temps après, en juin 2000, ils ont eu aussi un fils, A.J. Vu de l'extérieur, ils avaient l'air d'une famille normale. Mais en réalité, ils rencontraient de gros problèmes et l'un de ces problèmes était l'alcool. Marla en buvait beaucoup trop, au point de tomber gravement malade du foie. Malgré sa maladie, elle continuait à boire et ne pouvait se débarrasser de son addiction. Un soir de mai 2009, alors que Taylor a 11 ans, toute la famille regarde un film quand Marla et Arturo s'endorment. À son réveil, Arturo découvre que Marla ne respire plus et qu'elle est déjà froide. Par chance, Taylor et A.J. n'ont pas vu leur mère dans cet état. Mais la mort de sa mère a beaucoup affecté Taylor. Elle n'a jamais pu redevenir la même après cet événement. Par la suite, Taylor, A.J. et Arturo ont déménagé dans un petit appartement. A.J. s'est lié d'amitié avec un garçon du quartier, ce qui a permis à Arturo de rencontrer la tante plus âgée de ce garçon. Arturo et cette femme sont rapidement tombés amoureux. En 2011, ils ont décidé d'habiter tous ensemble. Puis, en 2012, Arturo a épousé sa nouvelle compagne. À ce moment-là, Taylor est plutôt timide avec les adultes, mais plus ouverte avec les autres enfants. Toutefois, ses proches trouvent qu'elle a une façon étrange de montrer son affection aux autres. Elle a tendance à être assez violente et brutale avec ses proches. Quand Taylor entre au collège, elle devient ce qu'on appelle une ado rebelle. Elle aime la musique métal, la musique électronique, mais aussi des activités un peu plus geeks, comme regarder des animés ou jouer à des jeux vidéo. Elle adore surtout Assassin's Creed et Halo, auxquels elle joue souvent en ligne. Mais si elle passe beaucoup de temps à l'intérieur, elle sort aussi pour faire du skateboard avec son frère et ses amis. Avec le temps, Taylor a commencé à se montrer plus rebelle, ou du moins en donner l'impression. Elle aimait provoquer les autres avec un humour choquant et s'intéressait à des choses de plus en plus sombres et violentes. C'était sans doute un signe de ce qui allait arriver plus tard. À l'école, ou avec ses amis, elle avait un comportement très différent de celui qu'elle montrait à la maison. Tout le monde savait que Taylor avait de graves problèmes de santé mentale. En effet, pendant plusieurs années, elle a suivi différents traitements pour soigner sa dépression et son anxiété. Les médecins lui ont d'abord prescrit du Seroquel, un médicament qu'elle n'aimait pas et qu'elle a souvent arrêté. Plus tard, on lui a donné de l'Adderall pour son TDAH. Mais elle a aussi fini par abandonner ce traitement. Au fil du temps, Taylor a même été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie. Elle est devenue de plus en plus renfermée et antisociale, parlant très peu à sa famille. En réalité, elle ne s'est jamais vraiment remise de la mort de sa mère. En grandissant, elle a détesté vivre dans sa famille recomposée et ne s'entendait ni avec son père, ni avec sa belle-mère. L'ambiance à la maison était tendue. Taylor et ses parents se disputaient souvent et Arturo et sa femme se chamaillaient aussi entre eux. À plusieurs reprises, la police a dû intervenir quand leur dispute allait trop loin. L'environnement familial n'était pas du tout paisible ou réconfortant. Taylor n'avait pas l'aide nécessaire pour aller mieux. Au contraire, son état mental s'était aggravé et elle était devenue de plus en plus distante, froide et rebelle.
Au lycée, Taylor a commencé à fuguer régulièrement, parfois pendant plusieurs jours de suite. La police était alors chargée de la retrouver. La plupart du temps, elle squattait chez une amie ou chez un garçon avec qui elle sortait. Elle ne rentrait presque jamais d'elle-même. Il fallait que ses parents ou la police la retrouvent. Chaque fois, elle était punie à son retour, mais rien n'y faisait. En classe de terminale, elle a finalement été renvoyée de l'établissement pour s'être battue avec une autre élève. Elle s'est mise à raconter ses fugues à tout le monde parlant de drogue et de sexe. Peut-être parce qu'elle pensait que cela la rendrait intéressante. Néanmoins, les gens qui l'écoutaient la prenaient surtout en pitié. Sa relation avec son père et sa belle-mère s'est tellement dégradée que les disputes se sont intensifiées. Jusqu'à ce qu'un jour, Taylor, en pleine rage, lance un chandelier en métal sur sa belle-mère. Personne, heureusement, n'a été blessé, mais la décision a été prise ce jour-là de ne plus tolérer Taylor au domicile familial. Ils ont fini par l'envoyer vivre chez ses grands-parents au Texas, estimant qu'ils en avaient trop peur. Taylor est donc partie du Wisconsin pour fréquenter le lycée de Cotulla, au Texas, loin de ses parents. Elle s'en est d'ailleurs plutôt bien sortie. Elle s'est fait des amis, elle a eu un nouveau petit ami, et elle a obtenu son diplôme. Malheureusement, un peu plus tard, elle est revenue dans le Wisconsin, sans toutefois retourner vivre dans sa famille. Mais où a-t-elle bien pu aller? Pendant ce temps, les ennuis de son père Arturo ne se limitaient pas à la violence ou à l'alcool. On a découvert qu'il était un prédateur sexuel. Peu après, on l'a arrêté pour s'en être pris à une fillette de 13 ans dans sa propre chambre. Sa femme a alors demandé le divorce quelques semaines à peine après son arrestation. Il y a eu un début d'explication à son comportement destructeur lorsque Taylor a avoué à un proche qu'elle-même avait été agressée sexuellement par son père pendant son enfance. Elle envisageait d'intenter un procès, surtout maintenant que les penchants de son père étaient connus. Cela expliquait aussi en partie l'aggravation de son mal-être et son attitude rebelle plus jeune. Cependant, elle a fini par abandonner cette démarche. Elle consommait alors des drogues dures et n'avait plus l'argent ni l'énergie pour mener cette bataille juridique. Il lui est même arrivé de revoir son père de temps en temps, peut-être parce qu'elle avait besoin d'un toit, ou on ne sait pour quelle raison. C'est le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin, que Taylor a épousé un homme qu'elle fréquentait depuis peu, un certain Warren Chabusiness. Il était, lui aussi, lié à des milieux sombres où circulaient alcool et drogue. Il entrait et sortait régulièrement de prison, ce qui n'a fait qu'ajouter plus de problèmes à la vie de Taylor. Puis c'est le 21 juin, qui a marqué la première grosse confrontation de Taylor avec la justice. Son premier crime reconnu. Même si elle s'en sortait tant bien que mal grâce à un emploi stable, la présence de Warren maintenait un flux constant de produits stupéfiants autour d'elle, et Taylor en profitait volontiers. Ce jour-là, elle errait dans son quartier complètement défoncée. Elle frappait aux portes des voisins et les agressait verbalement. Les riverains ont donc appelé la police, et lorsqu'un agent est arrivé sur les lieux et a abordé Taylor, elle a demandé « Pourquoi je devrais m'arrêter pour vous ?» L'officier s'est approché pour comprendre et lui a demandé ce qui n'allait pas. Taylor lui a alors expliqué qu'elle venait de se shooter plus tôt dans la journée, montrant des marques sur ses bras et affirmant qu'elle était sur une autre planète. Sur le moment, elle était étrangement calme et honnête. Mais à l'arrivée d'un second policier, elle est devenue plus agressive. Elle s'est remise à marcher vers la route en pleine circulation. Les policiers l'ont alors stoppée une nouvelle fois, prenant des informations sur elle tandis qu'elle prononçait des phrases incohérentes et qui n'avaient aucun sens dans le contexte où elle se trouvait. D'ailleurs, je ne prononcerai pas ces phrases extrêmement vulgaires, mais j'ai pu les lire dans les rapports de police, et effectivement, c'est totalement hors contexte. Revenons donc à Taylor et à ce moment où elle a encore tenté de s'engager sur la route. Et cette fois, elle a donné des coups de pied aux policiers. Un troisième officier est venu prêter main forte et elle l'a frappé lui aussi. Au final, elle a été interpellée et inculpée pour résistance à l'arrestation et coups et blessures sur un membre des forces de l'ordre. Elle a plaidé coupable pour l'agression devant le tribunal et elle a été placée en liberté surveillée pendant 3 ans, avec obligation de se soumettre à une évaluation psychiatrique. Mais 2 mois plus tard, rebelote. Un policier contrôle une voiture dans laquelle Taylor se trouve au volant pour excès de vitesse. Plutôt que de s'arrêter, Taylor prend la fuite à grande vitesse dans toute la ville, grillant plusieurs feux rouges et manquant de peu de renverser un cycliste. Elle a finalement foncé sur le parking de l'immeuble où vivait son père. Encore une fois, étrange comportement. Et c'est là que les agents l'ont interpellée lorsqu'elle est sortie de sa voiture. En fouillant le véhicule, ils ont trouvé une petite boîte noire contenant une poudre cristalline transparente ainsi qu'un embout de seringue.
Sans grande surprise, il s'agissait de méthamphétamine, une drogue très répandue aux États-Unis. Cette fois-ci, Taylor a été accusé d'avoir sciemment commis un délit de fuite et de n'avoir pas respecté les conditions de sa libération et de possession d'accessoires pour la consommation de drogue et d'obstruction à l'action de la police. Dans le cadre d'un accord avec le procureur, elle a à nouveau plaidé coupable. Pour la fuite et l'obstruction. Elle a alors écopé de 3 mois de prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération et de 2 ans de probation pour le reste des faits qui lui étaient reprochés. Mais peu après, ces 3 mois de prison ont été commués en assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique. Mais la série noire n'était pas finie. 1 mois plus tard, ça a été au tour de Warren, le mari de Taylor qui a lui aussi été condamné pour des charges fédérales liées à la drogue, de retourner derrière les barreaux, après que la police ait trouvé une substance cristalline dans sa voiture lors d'un contrôle routier en novembre 2020. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Les policiers suspectaient qu'il voulait la revendre, ce qu'il a nié en hurlant à la conspiration policière. Quoi qu'il en soit, il a fini par plaider coupable et a été envoyé dans une prison de haute sécurité du Wisconsin, où il devait rester jusqu'en juillet 2024. À ce stade, Taylor avait coupé presque tout contact avec sa famille et vivait dans sa voiture. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte de Warren. Comme il était incarcéré, elle s'est retrouvée seule et isolée. Elle a donc décidé de contacter sa belle-mère pour solliciter de l'aide, et fin 2021, son fils est venu au monde. Puis une autre tragédie est arrivée. Son frère A.J. est décédé dans un accident de moto à seulement 22 ans. Peu après, Taylor a de nouveau coupé les ponts avec sa famille. Elle a plongé encore plus dans la drogue. Elle a recommencé à voir ses anciens amis du collège, A.J., un autre A.J., pas son frère, et un certain Chad. Ensemble, ils passaient leur temps à bouger d'appartement en appartement en consommant des stupéfiants. Chad Tyrion avait 25 ans. Il aimait le camping, les jeux vidéo et passait du temps avec sa famille. C'était un artiste qui pratiquait la sculpture sur bois et s'intéressait à la musique, postant d'ailleurs plusieurs clips en ligne. Mais il avait aussi ses démons qui étaient les mêmes que ceux de son ami. Le temps passant, Taylor s'est senti de plus en plus proche et attiré par lui, finissant même par tromper Warren et entamer une relation avec Chad. C'est là que nous arrivons au 21 février 2022. Cette nuit-là, Taylor a sectionné son bracelet électronique pour rejoindre ses amis. Elle a pris sa voiture, est allée chercher Chad chez ses parents et l'a conduit dans l'appartement d'un ami commun où ils ont fumé de l'herbe, fait la fête et discuté avec ce même ami. Ensuite, Taylor et Chad ont consommé de la méthamphétamine et se sont injectés un antidépresseur utilisé pour l'anxiété. Puis, la soirée se terminant, ils sont retournés chez les parents de Chad, qui s'étaient absentés cette nuit-là. Ils sont descendus au sous-sol pour y passer la soirée, continuant à se droguer et devenant plus intimes. Apparemment, Taylor et Chad aimaient pratiquer l'asphyxie auto-érotique ensemble, souvent en se serrant le cou pendant les préliminaires. Cette fois, ils ont utilisé une chaîne métallique. Ils l'avaient déjà fait plusieurs fois, rien de choquant pour eux jusque-là. Taylor a alors entouré le cou de Chad avec la chaîne, comme à leur habitude. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure toute différente. Alors que Chad était allongé sur le ventre, Taylor, selon ses propres mots, a pété les plombs. Même si Chad montrait clairement des signes de détresse, il s'étouffait, devenait violet, crachait du sang, elle ne s'est pas arrêtée y prenant trop de plaisir. Elle l'a étranglé ainsi pendant 3 à 5 longues minutes jusqu'à ce que Chad finisse par mourir. Taylor a ensuite continué à utiliser son corps pour assouvir ses pulsions, puis s'est rendue dans la cuisine pour s'emparer de couteaux, y compris d'un couteau à beurre. Elle voulait le démembrer et conserver toutes les parties du corps de Chad. Elle s'est installée sur le lit et a commencé par sa tête. Après lui avoir tranché la tête, elle a pris le temps de se blottir contre le reste du cadavre. Plus tard, elle a déclaré avoir ressenti une intense excitation. Puis elle s'est appliquée à découper le reste de son corps, tout en racontant qu'elle lui pratiquait une fellation en le découpant. On atteint le comble de l'ignominie. Elle a même utilisé un jouet dans ses orifices pendant qu'elle s'adonnait à ce démembrement. C'est clairement fou. Elle a passé des heures à cette sinistre activité, se faisant de multiples coupures aux mains. Alors que les effets de la drogue commençaient à s'estomper et qu'elle luttait contre le sommeil, elle a tenté de se dépêcher à finir son œuvre. Car pendant ce temps-là, les parents de Chad étaient rentrés et se préparaient à se coucher à l'étage. Taylor a fait de son mieux pour ne pas se faire remarquer, continuant son ouvrage macabre en silence. Elle a recueilli le sang de Chad dans un seau pour s'en asperger,
puis y a jeté la tête et les parties génitales du jeune homme. Elle a ensuite recouvert le tout d'une serviette et a déposé le seau au bas de l'escalier. Elle a reconnu plus tard s'être lassée de la découpe et a décidé d'arrêter. Elle comptait pourtant partir avec le seau, mais l'a finalement oublié, n'emportant qu'une jambe du corps de Chad. C'est alors vers 3 heures du matin que la mère de Chad est descendue pour le chercher. Elle trouvait étrange de ne plus avoir de nouvelles de son fils. Elle ne l'a pas trouvé, mais a remarqué un seau au bas de l'escalier recouvert d'une serviette. Intriguée, elle a enlevé la serviette et découvert à l'intérieur une tête humaine. Paniqué, son compagnon a appelé le 911. La police est arrivée dans la maison ce matin-là, dans la fraîcheur glacée, et les officiers ont pénétré dans le domicile guidés par la mère de Chad jusqu'au bas de l'escalier. L'un d'eux a soulevé la serviette pour vérifier, puis a reculé sous le choc, appelant un collègue pour venir constater la même horreur. Ils ont ensuite inspecté le sous-sol, trouvé un lit maculé de sang, et tout autour divers sacs en plastique et boîtes en carton renfermant le reste du corps de Chad, y compris dans une mini-fourgonnette garée dehors. Après avoir discuté avec la mère de Chad, la police a rapidement conclu que Taylor était la suspecte la plus probable. Ils ont réussi à la localiser dans une maison sur Eastman Avenue. Elle était assise dans sa mini-fourgonnette, les mains tout entaillées et son sweat taché de sang. En l'interrogeant, elle s'est contentée de dire qu'elle avait oublié la tête de Chad chez lui. Les policiers l'ont aussitôt arrêtée et accusée de meurtre, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré pour les actes commis post-mortem. Présenté devant le juge, sa caution a été fixée à la somme faramineuse de 2 millions de dollars. Emmenée en salle d'interrogatoire, Taylor a longuement raconté la scène du crime, avouant dans les moindres détails les actes qu'elle avait commis. Elle a affirmé qu'elle sentait encore le cœur de Chad Tyrion battre alors qu'elle l'étranglait, mais qu'elle ne voulait pas s'arrêter tellement ça l'excitait. Elle a évoqué des moments de blackout, puis dit avoir repris connaissance pour finalement terminer le travail selon ses dires. Elle a également déclaré ne pas avoir pu s'arrêter, juste pour voir ce qui allait se passer. Une autre réaction étrange, elle a demandé aux détectives s'ils avaient déjà ressenti l'envie de tuer ceux qu'ils aimaient le plus, disant que ça lui arrivait souvent. En juillet 2022, Taylor Chabusiness a finalement comparu devant la cour du Wisconsin. Le procès était pour le moins inhabituel. Taylor riait et affichait de légers sourires en entendant les descriptions sanglantes de ce qu'elle avait fait. Avec son avocat, Maître Quinn Joly, elle a plaidé non coupable pour cause de démence. Son avocat a rappelé que Taylor avait été diagnostiqué bipolaire par le passé et suivi pour des troubles mentaux depuis la classe de 5e. Cependant, un médecin expert nommé par la cour a déterminé qu'elle était apte à être jugée. En février 2023, l'affaire a fait parler d'elle au niveau national lorsque Taylor a attaqué physiquement son propre avocat en pleine audience. Ça s'est produit parce que Maître Joly voulait reporter la date du procès afin de convoquer plus d'experts et de vérifier la compétence mentale de Taylor à être jugée. À ce moment-là, Taylor lui a sauté dessus, obligeant un adjoint du shérif à la plaquer au sol pour la maîtriser. Personne n'a été blessé, mais Maître Joly, secoué, a demandé à être dessaisi de l'affaire. Le tribunal a accepté et l'a remplacé par Maître Christopher Frolich. Par la suite, Taylor s'est présenté au tribunal avec une cagoule anti-projection. Les médias n'ont reçu aucune explication précise, mais on sait que ces cagoules sont utilisées quand un prévenu menace de cracher ou de mordre son entourage. Elle y a eu droit à cause des problèmes de comportement et du danger qu'elle représentait, y compris pour ses propres avocats. La psychologue légiste Diane Linton a raconté avoir observé la fureur de Taylor. Lors d'une visite, Taylor a refusé de parler de l'affaire et lui a lancé une chaise. Le docteur Linton a estimé que Taylor présentait des hallucinations, la poussant à se faire du mal ou à en faire aux autres. Elle a aussi mentionné la fascination de Taylor pour Jeffrey Dahmer, vous savez, le serial killer.
au point de croire qu'elle entretenait une relation amoureuse avec lui alors qu'il était mort avant sa naissance. Les enquêteurs ont d'ailleurs découvert sur son téléphone des recherches comme Jeffrey Dahmer entrant au tribunal tout sexy, les fesses de Jeffrey Dahmer. Elle s'est aussi renseignée sur le Ku Klux Klan et la définition du mot cadavre. Les recherches liées au satanisme n'ont pas été retenues par le tribunal. Selon le Dr Linton, Taylor n'était pas en état d'être jugée car elle ne pouvait pas participer efficacement à sa défense et ne comprenait pas correctement la procédure judiciaire. Malgré tout, le juge du comté de Brown, Thomas Walsh, a estimé qu'elle était apte. Le jury a donc dû écouter toute la description détaillée du terrible homicide, y compris l'interrogatoire de Taylor, où elle admettait volontiers son crime et le plaisir qu'elle y avait pris. Taylor Schabusiness a confirmé avoir aimé ce qu'elle faisait, en donnant des détails particulièrement glauques. Pendant que la défense continuait de plaider la démence, les procureurs ont plutôt insisté sur des éléments laissant penser que c'était prémédité. Le médecin légiste de la région, le docteur Vincent Tranchida, a témoigné sur la scène de crime. Nous avons une décapitation, un démembrement, une coupe transversale du torse. À l'intérieur, le corps a été ouvert pour en retirer les organes un à un, via différentes incisions dans l'abdomen et entre les côtes. Il a même ajouté qu'un des pieds de Chad avait été coincé dans sa cavité thoracique et que toute la peau de son dos avait été retirée. Les jurés, horrifiés, ont écouté tout cela avec stupeur. Depuis sa prison, Warren, le mari de Taylor, a envoyé une lettre indiquant qu'il ne tenait pas sa femme pour responsable de la mort de Chad, mais plutôt les drogues qu'on lui avait fournies. Il a écrit dans son courrier « Je sais que ce dont on l'accuse ne reflète pas la femme qu'elle est vraiment. Sa dépendance a joué un grand rôle, tout comme son passé psychologique et sa dépression postpartum. Je veux juste qu'elle reçoive de l'aide professionnelle, parce que c'est ce qu'elle mérite. Comme je l'ai dit, je prie pour ma femme, je l'aime plus que tout au monde, et ça ne changera jamais quoi qu'il arrive. » Il est effectivement resté à ses côtés, la soutenant moralement malgré son infidélité et l'horreur de ses actes. Pendant le procès, le père de Taylor, Arturo, a finalement lui été condamné à 12 ans de prison pour son agression sur mineur. Fait étonnant, l'avocat de la victime d'Arturo était justement Monsieur Christopher Frolich, celui qui défendait Taylor. Frolich a d'ailleurs fait comparaître Arturo comme témoin de moralité pour sa fille. Arturo est arrivé au tribunal en combinaison orange et menotté comme Taylor. Drôle de témoin de moralité. Arturo, le père, a beaucoup parlé de l'enfance chaotique de sa fille, de la mort de sa mère et de ses relations avec la drogue, affirmant que c'était Warren qui l'avait entraîné. Ironiquement, depuis son propre statut de délinquant sexuel, il a traité Warren de putain de loser, avant d'être reconduit en prison. Finalement, le 26 juillet 2022, le jury n'a mis qu'un peu plus de 30 minutes pour déclarer Taylor coupable de tous les chefs d'accusation. Homicide volontaire au premier degré, mutilation de cadavres et agression sexuelle au troisième degré. Le lendemain, ils ont aussi rejeté sa demande de plaider la démence. Le père de Chad, Michael, a déclaré qu'il pardonnait Taylor pour ce qu'elle avait fait à son fils. Dans une déclaration devant le tribunal, il a dit « Taylor, je te pardonne ce que tu as fait à mon fils. Tu as pris une mauvaise décision. Chad va me manquer, c'était un enfant merveilleux. Je pense que tout le monde fait parfois de mauvais choix. Peut-être pas à ce point, mais la haine ne sert à rien. Je sais que tu as un cœur et un esprit. » Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du pardon du père de Chad. Pour finir, le juge Walsh, lui, en revanche, s'est montré bien moins clément. Avant de rendre son verdict en septembre 2023, il a déclaré « On manque de mots pour qualifier un tel crime. Les restes de la victime ont été découpés de façon si extrême. La communauté est sous le choc, les mots ne suffisent pas. » Il a demandé à Taylor si elle avait quelque chose à ajouter. Elle a simplement répondu « non ». Le juge a prononcé la sentence de Taylor Schabusiness. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Par le biais de son avocat, elle a déposé un avis d'intention de recours post-condamnation, exprimant sa volonté de faire appel tant de la condamnation que de la peine. Taylor a ensuite été transférée en prison, où elle a esquissé un sourire pour les 3 nouvelles photos officielles de son dossier. Les registres indiquent qu'on l'a emmenée de la prison du comté de Brown, où se trouvait aussi son père, à la Tequila Correctional Institution, une prison de haute sécurité pour femmes située à environ 80 km au nord de Milwaukee. Elle, sauf victoire très improbable en appel, passera le reste de ses jours dans cet établissement. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne fera pas parler d'elle. En juillet 2024, Taylor Schabusiness, incarcérée à la Tequila Correctional Institution pour le meurtre de Chad Tyrion, a été impliquée dans une altercation avec une infirmière et une sergente de la prison.
Après qu'une agrafe se soit logée dans son bras durant une activité, Chabusiness a été escorté vers l'infirmerie pour des soins. Lorsque l'infirmière a tenté de retirer l'agrafe à l'aide de pinces, Chabusiness a réagi violemment en saisissant le bras de l'infirmière et en la repoussant. La sergente présente est intervenue pour maîtriser Taylor, qui a alors saisi un plateau métallique et tenté de frapper l'agent pénitentiaire à la tête. Après une lutte difficile, l'agent a utilisé un spray au poivre pour contrôler la situation. L'agent pénitentiaire a subi des contusions aux côtes et des douleurs au bras mais n'a pas été commotionné. Taylor Chabusiness a affirmé que la douleur causée par le retrait de l'agrafe avait déclenché sa réaction, mais elle a déclaré ne pas se souvenir des événements précédents. En conséquence, elle a été inculpée en novembre 2024 pour coups et blessures par un prisonnier, une infraction passible de 6 ans de prison supplémentaire. Une audience préliminaire est prévue pour février 2025.